Chers auditeurs, bonjour et bienvenue à ce 23e épisode du balado L'état du monde. Toujours en ma compagnie, Jocelyn Coulon. Jocelyn, ça va? Oui, ça va très bien. Bon, et puis ben, vous voyez, on a déjà notre invité qui est avec nous, Stéphane Beaulac, qui est professeur titulaire à la faculté de droit de l'Université de Montréal. Et puis, donc, Stéphane, bienvenue à notre podcast. Ben, merci beaucoup de l'invitation, Jean-François. Ça nous fait plaisir. En fait, c'est l'invitation fait suite à un commentaire d'un auditeur il y a 2 semaines. Vous vous souviendrez peut-être que Jocelyn avait évoqué le fait que Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, s'était rendu aux États-Unis et qu'il n'avait pas été arrêté malgré le fait qu'il y a un mandat d'arrestation qui a été émis contre lui. Et puis, peut-être Jocelyn pourra faire une précision dans quelques instants, mais donc cet auditeur-là nous a dit, ah, vous savez, ça a titillé mon intérêt. On parle beaucoup de droit international, les gens parlent beaucoup de droit international, mais il semblerait que on en parle, mais on ne sait pas vraiment en quoi ça consiste. Donc, j'ai retenu cette suggestion-là, puis c'est la raison pour laquelle on a invité Stéphane avec nous pour venir nous parler de droit international, des origines de ce concept-là, comment est-ce que ça a évolué à travers le Mhm. temps, quelles sont les principales règles du droit international, qu'est-ce qui fait en sorte que ces règles-là sont respectées, qu'est-ce qui fait en sorte que parfois ces règles-là ne sont pas respecté. Donc, l'idée, c'est en 45 minutes environ d'essayer de décortiquer tout ça, puis d'offrir une vision de ce concept-là qui est assez pédagogique et puis qu'on l'espère va permettre à tout un chacun d'avoir par la suite une meilleure compréhension de ce concept-là lorsqu'il va être évoqué dans les médias. Voilà, donc faites-nous d'autres suggestions comme ça nous fait plaisir. Ça va toujours nous faire plaisir de satisfaire à vos demandes, mais peut-être avant de céder la parole à Stéphane, je vais laisser Jocelyn faire une précision sur l'arrestation de Netanyahou. Oui, alors évidemment, quand on a discuté de cette visite à Washington, j'ai simplement dit que on voit que le droit international n'est pas respecté parce que Netanyahou peut se promener à Washington sans être inquiété par les autorités judiciaires américaine. Et j'ai oublié quand même de préciser que les États-Unis n'étant pas signataires de la Cour pénale internationale, n'avaient sans doute pas l'obligation d'arrêter Netanyahou. Peut-être que dans un monde idéal, ils auraient pu le faire, mais évidemment, la politique prend le dessus sur l'ordre juridique et il n'était pas question pour le président Trump de faire arrêter son meilleur ami au Proche-Orient. Comme ça s'est peut-être produit il y a quelques mois ici dans la région. Vladimir Poutine est en visite à Oulan-Bator, en Mongolie. Mhm. Et puis, Oui, donc, techniquement, il aurait dû être arrêté à sa descente de l'avion. Ça n'a pas été le cas. Donc, on le dit souvent, il y a souvent une grande différence entre le normatif et la réalité. Puis, je pense que ce sont deux bons exemples. Donc, alors, commençons. Ben, écoutez, une question vraiment toute simple pour lancer la discussion. Euh, Qu'est-ce que le droit international? En quoi est-ce Je que vais ça répondre. consiste? Ça vient d'où tout ça, Ouais. là? Est-ce qu'il y a un Ah, inventeur du droit international? le père du droit international, il y en aura quelques-uns. Mais avant, si vous permettez, je vais rebondir très brièvement sur cet aspect quant à la problématique autour de l'arrestation de chefs d'État en poste qui font l'objet de mandats d'arrestation de la CPI. Il faut aussi ajouter, pour être complet, si vous permettez, je ne peux pas laisser passer ça, oui, qu'il y a Allez-y. aussi le concept d'immunité oui. qui entre en jeu. Euh, il y a une controverse autour de la question de savoir si le traité de Rome aurait mis de côté l'immunité qui généralement est absolue pour les dirigeants d'État en poste qui pourraient faire l'objet d'une arrestation dans un pays étranger. Deux écoles, mais celle qui semble être la plus conforme à la compréhension traditionnelle de ce concept d'immunité des États et d'immunité des chefs d'État, ça serait que ça serait pas possible. Donc, pour revenir à l'exemple de Hmm. Poutine en Mongolie,
Pour les États-Unis, mais Jocelyn l'a bien précisé, là, c'est parce qu'il n'y avait absolument aucune obligation. Et pour la Mongolie, ben, on peut mettre de l'avant l'argument selon lequel il n'y avait aucune violation par la Mongolie du fait de ne pas arrêter euh, Vladimir Poutine, du fait Mhm. qu'il jouit d'une Hmm. immunité absolue en tant que chef d'État en poste. Ah. Donc, Ouais, le pouvoir est gage de liberté, pour, ouais. d'une Mais certaine façon. En juste lien pour, avec l'idée fondamentale, puis on va en parler. Ça me permet de faire le pont ouais. et de Juste commencer pour à... rebondir sur ce que tu Oui, dis, Stéphane, c'est donc dire que Poutine aurait pu euh, participer à certains G20 ou BRICS qui se sont tenus au Brésil et en Afrique du Sud, signataires de la CPI, mais à l'évidence, les chefs d'État de ces deux pays ont, disons, fait comprendre au gouvernement russe que ce serait préférable qu'il reste à Moscou. Peut-être qu'il y avait là aussi les énormes pressions occidentales sur ces deux pays, que hum, ce serait absolument intolérable de voir Poutine participer ouais. à ces meetings. Je suis pas sûr aussi que Poutine avait envie de rencontrer ses homologues du G20. Il y en avait au moins la moitié là-dedans qui n'aurait pas voulu le voir. Alors voilà, je ferme la Ouais, ouais, parenthèse ouais. et je te laisse Ouais. On engager. commence. Voilà, c'est 45 minutes, puis déjà 35, 37 qui reste beaucoup, beaucoup de choses à dire. Commençons par le commencement, le droit international. C'est pas nouveau. Souvent, c'est associé à un événement historique qui est présenté comme étant la genèse du système de relations internationales et du droit international, en l'occurrence la paix de Westphalie de 1648, qui a mis fin à la guerre des 30 ans en territoire germanique, où on l'associe comme étant la Genèse parce que ça serait, on met au conditionnel, parce qu'évidemment, c'est un peu une construction sociale, là, mais ça aurait été à Westphalie où, pour la première fois, l'idée centrale est devenue une pierre angulaire du système de relations et de droit international, la souveraineté, ce qu'on appelle dans le vocable contemporain codifié dans la charte de l'ONU, l'égalité souveraine des États aurait ainsi été identifiée comme étant au cœur même des relations internationales. Il y a des contributions doctrinales. Tantôt, à la blague, je disais, on a les pères de la Confédération au Canada, on a les pères de la souveraineté en Sciences Po, vous allez les reconnaître, Thomas Hobbes, Jean Bodin. Et à l'international, pour la discipline, ben, on associe beaucoup l'articulation qui a toujours un écho contemporain du droit international aux grands auteurs comme Hugo Grotius Mhm. et encore davantage compte tenu de l'épistémologie, puis je vais en parler dans un moment, là, dominante dans la discipline, Émère de Vatel ou Émérich de Vatel, hein, c'est un Suisse, il y a les deux versions. Et à la base, bon, un peu théorique, mais quand même, je vais commencer. Vous invitez un prof d'université, alors je m'excuserai pas de faire minimalement là, un petit topo en commençant par ces aspects théoriques. Euh, a amené ses contributions doctrinales et associé à cet événement historique, la paix de Westphalie de 1648, à comprendre la régulation des relations internationales entre États comme étant un ensemble de règles qui existent, puis on aime le résumer avec une petite phrase toute simple. Le droit international existe par les États et pour les États. Je vais commencer par le pour les États. Parce que, bien que de nos jours, évidemment, on va mettre beaucoup de bémols, mais la position de base demeure, sans l'ombre d'un doute, que le droit international conserve principalement des règles qui visent à réguler, rendre régulier, là, et réglementer la relation entre les États. Il y a d'autres sujets de droit international, mais même pour témoigner comment c'est encore tout le système construit autour des États, on parle des sujets non étatiques. Parce que la position par défaut, c'est que le droit international concerne les États. Donc, pour les États, mais on dit
Généralement, on commence en disant par les États. Pourquoi? Parce qu'essentiellement, c'est un système qui répond à une logique qui est foncièrement différente de la réalité normative du droit international. En droit, foncièrement différent Droit de la interne. réalité normative du droit interne, du droit domestique à l'occasion. On peut entendre l'expression qui est un calque de l'anglais, là, mais dans nos systèmes de droit interne, souvent on utilise l'image de la pyramide kelsenienne avec au-dessus, hein, genre de triangle, la Constitution, la législation, la réglementation et au bas de la pyramide, la jurisprudence comme étant les sources de normativité. Donc, ça s'impose ipso facto de par le fait que, suivant un postulat qui a été théorisé depuis belle lurette en droit interne, qu'on appelle le positivisme juridique, le droit est posé. Il est posé par les institutions, le Parlement, les législatures, le pouvoir judiciaire, et c'est ce qui explique le caractère obligatoire, contraignant, sanctionnable du droit interne. Or, ça, à l'international, ça n'existe pas. C'est une des premières choses que j'aime faire avec mes étudiants, c'est de mettre en contraste un peu la structure de base à l'international, puis un peu mettre de côté qu'est-ce que j'aime appeler des faux amis. Hein, c'est une notion qui est empruntée de la linguistique. Quelque chose qui ressemble un peu à ce qu'on connaît en droit interne, mais qui est, quand on gratte la surface rapidement, devient fort différent. Alors, à l'international, il n'y a pas de constitution. On pense à l'occasion que le système onusien est fondé justement sur la Charte des Nations Unies avec les organes, etc. Sauf que la Charte des Nations Unies, c'est un traité qui a été conclu, qui a été mis en œuvre, lequel on peut choisir même, c'est un peu théorique, mais qu'on pourrait choisir de se retirer. Il n'y a rien qui s'impose suivant une logique verticale de haut en bas sur les sujets de droit international que sont les États. Il n'y a pas non plus de Parlement. Il faut mettre de côté l'idée que l'Assemblée, par exemple, générale des Nations Unies, voire sur des questions de sécurité, le Conseil de sécurité par le biais de résolutions, que c'est l'équivalent de loi. Pas du tout. Une résolution, c'est pas normatif. Une résolution des Nations Unies, toutefois, peut participer à la démonstration d'une des principales sources de droit international, qui est le droit coutumier. Je vais y revenir. Et finalement, pour être complet, il n'y a pas non plus, contrairement à notre logique de droit interne, des tribunaux comme on les connaît, avec des juridictions obligatoires. À l'international, pour que, par exemple, le principal organe adjudicatif, la Cour internationale de justice, pour qu'elle puisse se saisir d'un dossier, les États doivent consentir, accepter la juridiction de la CIJ. C'est comme si, avant d'être poursuivi devant la Cour supérieure du Québec, on devait demander à notre voisin qui a détruit notre clôture s'il accepte la juridiction de la Cour supérieure. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, la logique en droit Oui. interne. Mais à l'international. Et pourquoi tout ça? Parce que, justement, contrairement à notre cadre de référence en droit interne, c'est pas une logique verticale, mais plutôt une logique horizontale qui explique le caractère normatif, obligatoire et sanctionnable du droit international. La logique verticale renvoie à ce qu'on résume comme étant la thèse volontariste, qui a été justement articulée la première fois par Aimère de Vattel euh, au 18e siècle. Et l'idée selon laquelle, pour que le droit international s'applique à un sujet ou à un ensemble de sujets, des États, il faut que les États l'aient accepté. Accepté expressément dans le cadre d'une convention, par exemple. Et là, ça va résumer essentiellement les sources du droit international. Par le biais d'une convention, un traité, c'est synonyme, accepté implicitement par leur conduite associée à ce qu'on appelle l'opinio iuris, ce sens d'être contraint en droit, c'est l'autre principale source de droit international qu'on appelle le droit coutumier.
Et à ça s'ajoute la troisième source formelle, suivant la codification de l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice, les principes généraux, ce qui fait consensus en droit interne, qui est exporté en droit international pour fin de régulation des relations entre les principaux sujets que sont les États. Alors, petit topo un peu théorique, mais quand même qui nous donne une petite perspective historique, des éléments théoriques, mais aussi nous amène à comprendre le droit international suivant cette même épistémologie du positivisme juridique. Le droit est posé également en droit international, mais il n'est pas posé de la même manière. Il n'est pas posé par les institutions qui l'imposent ipso facto aux justiciables. Non, il est posé de façon horizontale par une acceptation volontaire des États qui acceptent les règles du jeu, ni plus ni moins, qu'ils soient codifiés dans un traité par leurs pratiques ou les principes généraux. Stéphane, j'aimerais ça que tu reviennes à la notion d'obligation du droit international qui s'imposerait à des États. Oui. Le cadre que tu as tracé est tout à fait juste, mais le Conseil de sécurité, en adoptant des résolutions sous le chapitre 7, c'est-à-dire l'usage de la force si jamais le contrevenant n'obéit pas à la résolution, est-ce que c'est pas le seul outil que le droit international possède pour faire appliquer une décision? Alors évidemment, pour faire appliquer la décision, il faut qu'il y ait des États qui se rassemblent dans une coalition et qui disent, très bien, on va expulser les troupes irakiennes du Koweït. Ça sera la sanction puisqu'il y a eu violation. Un peu comme dans notre système, finalement. La police va se regrouper, je ne sais pas, et va faire un raid chez les Hells Angels pour les punir d'avoir fait quelque chose. Est-ce que ce n'est pas le seul outil que nous avons? Euh, la réponse courte, oui. Mais avant d'élaborer, j'aimerais utiliser cette question, cette intervention, Jocelyn, pour aborder, je l'avais volontairement laissé de côté, l'aspect du droit international qui est généralement vu, considéré comme étant très défavorable à ce système juridique, euh, qui est justement ça. Là. C'est pas une branche du droit. Là. Le droit Oui, international, c'est vraiment quelque chose qui est séparé et distinct, oui. qui vise à réguler quelque chose qui est complètement différent, puis suivant des paramètres et une logique différente, on l'a dit tantôt. Maintenant, l'épistémologie là, du positivisme juridique, ça inclut l'aspect droit-sanction. Et c'est ça qui, à l'international, surtout quand on compare avec la façon que fonctionne le droit interne, que ce soit du droit privé, hein, si on ne respecte pas notre contrat, ben, c'est au Bien, Québec visé bien par des sûr. dispositions du Code civil, puis on va Oui. aller en cour, puis on va obtenir des dommages compensatoires. S'il y a délit civil, la même chose. Si, bon, on ne respecte pas la réglementation municipale, tout ça, la sanction, elle est une partie intégrante Mhm. euh, et plus facilement identifiable, je vais dire comme ça, en droit interne. En droit international, puis je vais arriver à ton exemple précis, Jocelyn, dans un moment, mais avant ça, j'aimerais quand même utiliser l'occasion pour mettre en évidence que l'aspect droit-sanction, c'est généralement la partie euh, plus faible Mhm. du droit international. Parce que, sauf le cas précis que tu identifies, qui interpelle le chapitre 7 pour fin de maintien de la paix et de la sécurité internationale Voilà. et qui interpelle le Conseil de sécurité, dans les cas très exceptionnels, euh, il y a possibilité d'envoyer, c'est une des, on va en parler tantôt, j'en suis certain, de principe d'application générale qui a été vraiment au cœur du système onusien d'après Seconde Guerre mondiale, soit l'interdiction de l'usage de la force, de la menace, de l'usage de la force, sauf deux exceptions, C'est légitime ça. défense, self-defense, Mhm. ou les mesures prises en vertu
par le Conseil de sécurité en vertu du chapitre 7 pour des considérations liées à la paix et à la sécurité internationale. Là, il peut y avoir vraiment du mordant, on pourrait dire, un peu semblable, tu as fait l'analogie, avec des Mhm. forces de l'ordre en droit interne. Mais sauf cette situation, ces situations, somme toute rarissimes, on peut se le Oui, dire. oui. La très, très grande majorité des situations en droit international où il y a non-respect des obligations, il n'y a pas de mesure d'exécution, de enforcement, comme on appelle en anglais, là, des mesures qui essentiellement pourraient venir forcer la main. Il y a évidemment possibilité de sanctions économiques, Mhm. sanctions politiques. On le voit actuellement avec le conflit en Ukraine. On tente d'isoler parce que mais si on recule pas si loin que ça, à l'époque, on mettait beaucoup de pression sur l'Afrique du Sud pour changer son régime d'apartheid et tout ça, puis éventuellement, parce que c'était en flagrante violation de principes généraux du droit international, etc. Puis à terme, ça a fonctionné, on dirait. Mais il y a plein d'autres situations où ça ne fonctionne pas. Oui. Mais à cela, toutefois, j'aime ajouter puis là, ces temps-ci, c'est un petit peu plus difficile de faire cette profession de foi, mais je vais quand même jouer le jeu et utiliser la même image qui, je crois, illustre bien. Il faut faire attention parce que c'est une critique qui nous vient plus souvent qu'autrement du sud de notre frontière, des États-Unis, qui revient vieille rengaine. Ah oui, le droit international, c'est pas vraiment du vrai droit. Puis là, on rappelle des vieilles histoires, des écrits, par exemple, de John Austin, qui, au 17e siècle, parlait c'est un des utilitaristes, là, théoricien britannique avec Bentham, puis Blackstone. John Austin a abordé la nature, ce qu'il trouvait très défavorable du droit international, and he referred to it as not law properly so called, comme Mhm. si c'était vraiment pas du vrai droit. Pourquoi? Parce qu'il y avait le nez collé sur l'aspect absence de système d'enforcement, de Mhm. mise en œuvre pour le rendre applicable, forcer son application. Sauf que, bon, il y a, évidemment, ça a été interprété comme étant une invitation de mieux théoriser, suivant l'épistémologie du positivisme juridique, ce à quoi je parlais, que j'abordais un peu plus tôt. Mais surtout, on aime ajouter qu'il faut faire attention de ne pas comparer des pommes et des oranges. Et là, c'est le petit topo que j'aime faire. Euh, une histoire qu'on associe à Albert Einstein, mais il paraît que c'est peut-être pas nécessairement lui qui l'a dit, mais cette histoire que si euh, on évalue les poissons à la capacité de grimper les arbres, ils vont toujours paraître très inadéquats. Autrement dit, si on plaque les référents du droit interne pour évaluer le caractère réel, contraignant, obligatoire Mhm. du droit international, en insistant beaucoup que, bon, sauf, pour revenir à ton exemple, les cas rarissimes, il n'y a pas de possibilité de vraiment forcer la main aux États souverains s'ils n'acceptent pas de se plier, finalement, par exemple, à des décisions de la CIJ, de la Cour internationale de justice. Il n'y aura pas vraiment de moyens. Sauf que on voit que ça peut prendre un petit peu plus de temps, mais que, empiriquement parlant, si je puis dire, puis c'était un autre auteur britannique, Brierley, qui résumait que le droit international existe, puis c'est simple, c'est parce qu'on observe que dans la très grande majorité des cas, la très grande majorité des règles sont respectées par la très grande majorité des États de la communauté internationale. OK. Alors, the proof of the pudding is in the eating, disent les Anglais. Tu sais, si vraiment dans les faits. Puis, il faut aussi faire la part des choses. Souvent, qu'est-ce qui est couvert pour monsieur, madame, tout le monde dans les médias, ce sont des situations en lien avec le maintien de la paix, par exemple, qui ne fonctionnent pas. Des agressions armées, comme en Ukraine. Actuellement, la menace d'utilisation de la force du nouveau président Trump à l'égard du Groenland, à mots à peine couverts, Panama, tout ça donne l'impression que finalement, ça ne vaut pas le papier sur lequel c'est écrit, ces règles de droit Mhm. international. Mais
Si on se donne la peine et qu'on examine plein d'autres problématiques, qu'on recule pas si loin que ça au moment de la pandémie et de l'Organisation mondiale de la santé, en matière de droit international économique, l'OMC, en matière de lutte, là, évidemment, on craint pour l'accord de Paris, mais bon, j'ose espérer, parce que je suis un homme optimiste, là, que c'est conjoncturel, qu'éventuellement, on va revenir, même aux États-Unis, à y voir une absolue nécessité de trouver des moyens pour mieux contrôler la déréglementation climatique, donc l'accord de Paris. Dans plein de domaines, le droit international, même en ce qui concerne le respect, l'aspect sanction, fonctionne. Mhm. Et on doit toujours revenir, il ne faut pas comparer les pommes avec des oranges. Pour ce que le droit international est censé faire, c'est-à-dire réguler et réglementer les relations entre les États, ça ne marche pas trop mal. Ouais. Mhm. Oui, je pense que c'est quelque chose qu'on voit pas parce que d'abord les médias sont focalisés sur les crises qui aboutissent au Conseil de sécurité et qui parfois paralysent le Conseil, mais on oublie de dire, j'avais fait une petite étude il y a quelques années sur à quoi sert le Conseil de sécurité des Nations Unies, et puis sur les 54 thématiques abordées chaque année au Conseil de sécurité, les États s'entendaient sur 52 de ces thématiques-là. Il y en avait trois, la Syrie, l'Ukraine et le Moyen-Orient, qui bloquaient toujours. Donc, effectivement, ça vient démontrer ce que tu viens de dire, c'est qu'au jour le jour, on le respecte, ce droit international qu'on se donne. Faut jamais l'oublier, oui. Il y a quand même Jean-François. les règles, par exemple, de l'Organisation mondiale du commerce, vous corrigerez si je me trompe, mais les décisions des tribunaux sont exécutoires. Un pays n'a pas la possibilité de ne pas reconnaître une décision d'un tribunal de l'OMC, n'est-ce pas? Oui, mais avec réponse courte, oui, en principe, mais il y a eu un développement récent. Les États-Unis ont justement euh, mis de côté, se sont arrangés pour mettre de côté la juridiction d'appel. Alors, on a des décisions en première instance, mais si on n'est pas en appel, Il n'y a pas de juge. l'instance adjudicative est paralysée. Ouais. Alors, ça peut, à terme, mener à des situations de stalemate, là, Mhm. ou d'impasse, où on n'aura pas de. Sauf que, pour revenir, encore une fois, l'idée, c'est que on n'a généralement pas besoin d'aller à une logique de sanction par mesure coercitive Mhm. parce que c'est respecté. C'est respecté pourquoi? Parce que c'est à l'avantage de tous les intervenants en Mhm. matière de droit international économique. Là, évidemment, on est dans une situation là, qui est spéciale, pour utiliser un bel euphémisme. Là. Depuis maintenant le dernier mois, ça chamboule considérablement, y compris en droit international économique. On, euh, on entend de la bouche du président que l'accord de libre-échange nord-américain, ben, ça vaut plus rien, puis de fait, une menace, puis là, on est en répit pour le moment, on est chanceux, et on verra qu'est-ce qui va arriver. Mais à la base, qu'est-ce qui est plus problématique, c'est pas juste théorique, c'est que ça semble miner considérablement aussi je vais utiliser du jargon de prof, là, le méta-principe qui est à la base du respect des conventions, des traités internationaux, se résume par la petite expression latine pacta sunt servanda. Les pactes, les traités doivent être respectés. Si on commence à mettre en doute le caractère justement obligatoire des engagements qu'on a pris dans le cadre d'un traité, puis incidemment, ce qui ajoute l'insulte à l'injure, un accord qui lui-même a renégocié le 4 ans, Mhm. c'est que ça met en péril finalement un méta-principe, un méta-élément, c'est-à-dire que c'est non seulement de ne pas respecter un traité, mais c'est de plus considérer comme étant important les règles du jeu. C'est un peu un retour sans être alarmiste, puis sans faire verser dans l'hyperbole, là, mais ça semble être un peu, À l'état de on l'a nature. entendu, on l'a lu,
un retour vraiment à la loi du plus fort, Ouais. un peu primitif, là. Que parce que je peux, vais le faire. Ouais. Parce que je peux ignorer le droit international, y compris en droit international économique, une entente que j'ai moi-même, par ailleurs, renégociée il y a 4 ans, mais je vais le faire. Et j'ai le pouvoir économique, politique, euh, militaire, si C'est on doit aller nécessaire. aussi loin que ça, pour essentiellement imposer unilatéralement ma Mm. volonté. C'est ça qui va au cœur même du système onusien fondé sur les principes fondamentaux qui sont codifiés à l'article 2. Puis peut-être qu'il y aura lieu maintenant d'en parler là, de la Charte des Nations Unies. Ouais, ben c'est là où je voulais en venir. Donc, le moment fondateur du droit international, c'est Westphalie, 1648. Peut-être qu'en ce moment, on est dans un moment de changement de paradigme. On le verra dans l'avenir. Mais on peut dire peut-être 1945, c'est un autre changement de paradigme, puis c'est le monde dans lequel on vit depuis, avec les règles qui ont été mises en place et les règles qui s'appliquent à nous aujourd'hui. Euh, Peut-être nous rappeler l'article 2, l'alinéa 4, le droit au recours à la force. Qu'est-ce que ça englobe? Est-ce que ça englobe ce qu'on peut appeler les alternatives non violentes à la guerre, comme les sanctions économiques? Est-ce que ça peut aussi s'appliquer à ce qu'on peut appeler des alternatives violentes à la guerre? Donc, par exemple, une frappe de drone contre certains individus, donc c'est un recours à la force létale. Est-ce que ça peut être considéré comme un acte de guerre? Donc, je ne sais pas si vous pourriez nous démêler tout ça, et peut-être nous expliquer les principales règles là, auxquelles on est assujetti depuis 45. Oui. Puis c'est bien résumé, Jean-François, que la nouvelle donne, date pas d'hier, là, quand même, euh, 1945, avec le système onusien. Euh, et pourquoi euh, c'est un changement paradigmatique? C'est parce que on a euh, vraiment mis de côté quelque chose qui, ça va nous paraître surprenant parce que ça fait quand même un 75 ans au-dessus, 80 maintenant, qu'on travaille à l'international sur la base de cette interdiction de l'usage de la force. Mais avant 45, ça faisait partie de l'arsenal des Mhm. choses que les États, les souverains, pouvaient considérer comme étant légitimes. Le jus bello, l'utilisation légitime de la force dans les relations internationales entre États de la communauté Ouais. internationale. Le jus ad Euh, rem, je crois, qui est comme espèce de catégorie intermédiaire entre le oui, ad bellum et le in bello. et voilà. Mais tout ça était comme régulé, faisait partie intégrante du droit international. Mais ça a été mis de côté. Il y a une série de principes qui sont codifiés à l'article 2. Mais vous le disiez, Jean-François, c'est vraiment celui au paragraphe 4 qui est le plus paradigmatique. Pourquoi? Parce que ça change tout en disant, au lieu que ça soit une partie intégrante, la position par défaut, c'est que c'est interdit dans tous les cas, sauf deux cas de figure, puis on y faisait allusion un peu plus tôt, la légitime défense et les mesures prises en vertu du chapitre 7 par le biais de résolution du Conseil de sécurité. Mais à part ça, on n'est pas censé, puis ça a une portée très large. Non seulement donc pour reprendre le libellé, une interdiction formelle de l'usage de la force dans les relations avec les autres États, mais aussi une interdiction formelle de la menace Mhm. de l'utilisation de la force. Alors, c'est qu'est-ce qu'il faut fait dire à plusieurs que déjà, la présidence Trump est Ouais. en flagrante violation d'un principe, puis pas le moindre, un principe qui est paradigmatique depuis 1945 de notre ordre juridique international, parce que, euh, pas tant pour le Canada, mais pour le Groenland et le Panama, Panama, ben oui. il a dit expressément que ça fait partie, comme s'il était au début du 20e siècle, de l'arsenal qu'il considère être légitime dans la considération des différents dossiers de sécurité qu'on invoque
Souvent, ça sent un peu le prétexte, là, mais bon. Euh, Maintenant, à ça, toutefois, il faut ajouter aussi l'élément suivant. On a la base codifiée, l'article 2, paragraphe 4, menace et emploi de la force. Interdit, sauf exception, puis on n'est pas dans les exceptions. Euh, à cela, on doit ajouter que le droit international coutumier a évolué euh, depuis 1945 pour essentiellement donner une portée qui inclut non seulement la force militaire, l'emploi de la force militaire, mais également l'emploi, ce que le président Trump lui-même a appelé l'emploi de mesures économiques. Et ça ne vient pas de nulle part, ça vient d'une résolution, on disait plus tôt, c'est pas normatif, les résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies, mais ça peut contribuer à amener des éléments de preuve de la coutume, c'est-à-dire d'une pratique accompagnée de l'opinion juriste, ce sentiment d'être obligé en droit. Et précisément en 1970, au moment, à l'occasion du 25e anniversaire de l'adoption de la Charte des Nations unies, l'Assemblée générale a adopté la résolution 26-25 sur les relations amicales, pour faire court, c'est un peu plus long, le libellé de la résolution, et qui inclut une série de confirmations, mais aussi de précisions. On est venu expliciter, et ça a passé au vote à l'Assemblée. Donc, l'ensemble de la communauté internationale est derrière cette idée précisément sur l'interdiction de l'usage de la force, que ça inclut, là je vais le lire parce que c'est fort important, donc tiré qu'au paragraphe de la résolution 26-25. On dit aucun État ne peut appliquer ni encourager l'usage de mesures économiques, politiques ou de toute autre nature pour contraindre un autre État à être subordonné à l'exercice de ses droits souverains. Autrement dit, pour revenir à notre situation plus proche de chez nous, au Canada, non seulement Groenland et Panama, mais puis là c'est rendu une obsession, le président américain suggère en termes d'annexion, le Canada devenir le 51e État, puis que ça se ferait en le forçant, des mesures coercitives d'ordre économique, parce que on va l'étrangler, le Canada, jusqu'à temps qu'il se soumette volontairement à être annexé par la... C'est aussi une flagrante violation du droit international public. Pas à strictement parler 2.4 de la Charte des Nations unies, mais 2.4 tel que explicité par la résolution 26-25, qui représente, ça il y a pas mal d'unanimité, consensus, voire unanimité à l'international, représente des normes coutumières obligatoires pour venir boucler la boucle, là, au même titre qu'un traité, la coutume internationale est obligatoire de telle sorte que les menaces de l'administration Trump contre le Canada, on pourrait, à la limite, on ne le fera pas parce qu'on essaie de mater pour le moment l'ogre et essayer de calmer le jeu plutôt que on a vu M. Zelensky a vu comment que, il réagit si il est provoqué. Hein? On ça d'une voire de quelques coches. Alors, pour le moment, on apaise, mais éventuellement, il pourrait y avoir des procédures judiciaires en invoquant. Puis ça serait pas la première fois. Et là, le temps avance, mais je veux quand même l'inclure dans mon topo. Ce serait pas la première fois qu'on a une instance judiciaire contre les États-Unis devant la CIJ, la Cour internationale de justice, sur la base des principes fondamentaux, notamment l'interdiction de l'usage de la force. Et c'est la célèbre décision de 1986 dans l'affaire des activités Nicaragua, militaires et paramilitaires du Nicaragua, c'est ça, ouais. où la Cour est arrivée à la conclusion qu'il n'y avait pas une participation directe, mais néanmoins une participation indirecte des États-Unis qui finançait logistique, etc., le groupe de rebelles appelé les Contras. Les plus vieux d'entre nous se souviendront. Oui. Et la Cour a été très claire qu'il s'agissait de violation de principes fondamentaux, interdiction de la force, de l'emploi de la force, interdiction de l'ingérence dans les affaires internes des autres États et
intervention qui était en flagrante violation du principe cardinal de l'égalité souveraine des États. Donc, c'est pas juste des principes théoriques, ça. Ça peut mener éventuellement à un recours où on verrait l'instance adjudicative principale, là, la CIJ, taper sur les doigts des Américains pour violation de ces principes fondamentaux. Vous me direz, bon, dans l'état actuel des choses, il n'y en a rien à cirer. Vraisemblablement, le président Trump d'avoir un prononcé judiciaire dans ce sens-là, mais ça serait quand même une validation parce que c'est une chose d'ignorer, comme Trump et son administration le fait, le cadre juridique international. Mais c'en est une autre de s'écraser puis de dire, ah ouais, mais finalement, on n'ira pas au bout du processus, on sait bien que ça ne fera pas de différence. Non, moi, je suggère pour moi, là, mais les internationalistes, on voit ça plutôt comme une occasion de valider, de confirmer si le droit international est capable, comme en 86, de prendre position fermement et dire aux Américains, vous êtes en violation de la Charte des Nations Unies, ben, ça renforce finalement le caractère réel, normatif, pour mettre de côté cette idée de Austin that it's not law properly so called. No, it is Mm. law properly so called. Et on a un prononcé judiciaire qui conclurait, comme en 86, que les Américains, à l'égard de Panama, à l'égard du Groenland, voire même, parce que c'est des mesures économiques, des menaces de mesures économiques en violation du droit international coutumier par rapport aussi au Canada. Mais si on retourne un petit peu en arrière après l'invasion du Koweït, donc les sanctions qui ont été imposées contre l'Irak à partir de 91, Michael Walzer, je crois que c'est dans la préface à sa quatrième ou cinquième édition, il parle du principe en anglais des measures short of war, donc les mesures, donc les alternatives à la guerre qui peuvent être non violentes ou violentes. Puis il rappelle par exemple qu'on a imposé une interdiction de vol, des no-fly zones au nord et au sud de l'Irak. Il y a eu des lourdes sanctions économiques qui ont été imposées à l'Irak. Donc, techniquement, sur papier, ça pouvait être considéré comme une violation du droit international, un quasi-acte de guerre. Mais lorsqu'il fait le parallèle avec l'invasion de 2003, il se dit, ben, vous savez, au final, c'était peut-être illégal, mais lorsqu'en contrepartie, on a l'option de ne rien faire ou d'envahir un État, ben, il y a peut-être une valeur dans ces measures short of war-là qui permettent d'empêcher un régime de presser sa population ou de tisser des liens avec des groupes terroristes. Donc, ce qu'il suggérait, c'est qu'au final, il y a peut-être une valeur dans ce qui est techniquement une violation du droit international, ce qui est aussi un retour à la situation pré-1945. Tu me permettrais rapidement, je ne me souviens pas exactement de l'année, c'est un citoyen britannique qui avait été agressé en Grèce et les autorités britanniques avaient demandé aux autorités grecques d'enquêter et elles n'avaient rien fait. Et la marine britannique avait imposé un blocus du port d'Athènes et arrêtait systématiquement les navires grecs jusqu'à temps que les autorités grecques acceptent finalement d'ouvrir une enquête. À partir du moment où ils l'ont fait, le blocus a été levé. Et Walzer rappelle que ben, un blocus, c'est techniquement un acte de guerre, mais dans les circonstances, les deux options, c'était de ne rien faire ou d'envahir la Grèce à cause ce citoyen britannique-là qui avait été agressé. Donc, c'est une question normative. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça peut avoir sa place? Mais clairement, ce que Trump fait en ce moment, ça s'inscrit dans cette dynamique-là. Donc, je me dis, ça dépend du contexte. Est-ce que ça sert une Ça dépend finalité de plus noble ou... la légitimité euh, d'une intervention à la marge du système normatif international. Moi, l'exemple qui me vient en tête, c'est lorsque la garde côtière canadienne au large de Terre-Neuve était euh, intervenue pour arrêter, même si c'était au-delà du 200 000 marins, hein, qui permet la gestion des stocks de poissons, mais avec les problèmes, les bateaux espagnols, c'est ça? moi, c'était des bateaux espagnols exactement, mais avec les problèmes quant aux Pour ressources la de la morue. mer. La morue, oui, précisément. Le Canada avait dit, ben,
les poissons ne connaissent pas les frontières maritimes du 200 000 marins. Puis là, les Espagnols sont là à attendre qu'ils viennent dans l'au-delà du 200 000, puis ils nous vident nos bancs de poissons. Mhm. Alors, ça a causé un incident, Jocelyn, peut-être vous en souvenez aussi, Oui, oui, oui. diplomatique important, mais il y avait une justification, il y avait une cause avec un C majuscule. Là, tu sais. Peut-être la même chose, je suis pas au courant, le dossier dont vous faites référence, Jean-François, en Grèce, mais à l'occasion, il y a des situations, une autre en droit pénal international qui me vient en tête, c'est l'arrestation de Ekman Eichmann, ouais, en Argentine. Argentine, ouais. en Argentine, qui était en flagrant. Il y a eu des protestations et tout et tout. Mais compte tenu des idéaux de lutte contre l'impunité suite aux crimes horribles du régime nazi, euh, peut-être en perspective, on comprend que c'est un accroc, certes, mais qui peut Ouais. être justifié, mais compris, C'est, être compris. on Euh, viendrait, on viendrait peut-être à la théorie de la guerre juste, la question de la juste cause. S'il y a une ouais, juste cause, ça permet d'excuser certains gestes d'une certaine façon. quand c'est en marge, peut-être, moi, je tenterai la suggestion, mais je n'ai pas cogité sur ça outre mesure, là, mais il y a aussi l'exemple de l'intervention de l'OTAN lors de la crise humanitaire en ex-Yougoslavie, Au Kosovo en qui particulier. était euh, en violation parce que ça n'avait pas été avalisé par le Conseil de sécurité, évidemment avec le veto russe, mais avec le recul. Puis il y a eu beaucoup d'écrits autour du thème de R2P, Responsibility to Protect. Donc, le droit international devrait, dans certaines circonstances rarissimes et exceptionnelles, justifier de ces accros parce que l'on veut mettre l'humain Mm. au premier rang Voilà. des considérations à être pris en compte là, Ouais, pour... ben, c'est le principe central de la R2P. C'est Ça, ça. ouais, c'est exactement. évident. Qu'on doit en Mais partie à qui, Axworthy. Voilà. oui, mais qui a connu son Oui, apogée, oui. quand même un bel lurette, et là, on en entend beaucoup moins parler parce que, Oui, parce qu'on on l'a le sait violé. depuis les attentats terroristes du 11 septembre 2001, il y a eu un ressac autour des idées de souveraineté, puis de protection, de sécurité nationale, et tout ça a contribué un peu beaucoup à mettre de côté cette idée que collectivement, à l'international, on pourrait justement justifier certains bémols à Ouais. des principes de base, comme Mais ça, celui interdisant l'usage de la force en droit international. Mais laissez-moi vous suggérer, pour conclure, parce que je pense que le temps achève, là, Oui, le oui, que oui, temps dans les file. présentes circonstances, c'est pas du tout de On ça n'est dont il est question on n'est quand pas on là-dedans. non, non. observe, pas du tout, le changement qui veut être opéré par l'administration américaine. C'est OK, ça. Stéphane, merci C'est beaucoup pour super ce. intéressant. Oui, Merci. Ben, écoutez, ben, chers auditeurs, j'espère que vous avez, ça a permis de répondre à certaines de vos questions. Vous allez y voir un peu plus clair lorsqu'on parle de questions qui sont liées au droit international. Donc, Stéphane, un grand merci. Et puis, puis on dit à toutes et à tous, on vous souhaite une très bonne semaine. Et puis, ben, évidemment, on va se revoir la semaine prochaine pour le 24e épisode. Sur ce, bonne semaine. Au revoir. Au plaisir, messieurs. au Au revoir. revoir.